à toutes et à tous et merci beaucoup donc, de m'avoir invité pour parler d'IA appliquée. Désolé, j'ai fait le mauvais élève, je n'ai pas envoyé ma présentation avec le bon masque et tout, mais voilà, s'il faut la remettre à jour, écoute, il n'y a aucun problème, Estelle, je te la renverrai. Voici donc mes liens d'intérêt. Je précise que j'ai aucun lien d'intérêt qui soit en rapport avec cette présentation. Donc on va parler d'IA pendant une trentaine de minutes. Plutôt que de vous faire un catalogue de ce qui se passe en hémato, on va parler juste un petit peu déjà qu'est-ce que c'est l'IA, parce que finalement on essaie de comprendre, on parle d'IA un petit peu partout en ce moment, mais finalement on se rend compte que la vraie intelligence artificielle, il n'y en a pas forcément. Et avant de savoir ce que c'est l'intelligence artificielle, déjà il faut qu'on s'intéresse en fait à l'intelligence. Et c'est déjà pas évident parce que qu'est-ce que l'intelligence? Je pense qu'on peut avoir autant de réponses qu'il y a de personnes. Et en fait, il y a des psychologues, des neurologues qui travaillent un petit peu sur les différents champs d'intelligence. En fait, on n'a pas un type d'intelligence. Il n'y a pas le QI, par exemple, c'est une des appréciations, mais en fait, l'intelligence, c'est multimodal. Et si on a une intelligence typiquement mathématique ou logique, ce qu'on pense habituellement être l'intelligence, en fait, on sait qu'il y a une intelligence aussi spatiale, une intelligence aussi émotionnelle. Et en fait, quand on essaye de définir de façon plus large l'intelligence, c'est la faculté qu'on a de comprendre le monde qui nous entoure, d'analyser ce qui nous entoure pour prendre des décisions. En fait, d'un point de vue évolutif, c'est ce qui nous permet de survivre dans notre environnement et de s'adapter. Et donc, si le mathématicien, pour survivre dans sa carrière académique, il va devoir résoudre des équations, quand on Néandertal, pour survivre dans la nature, il fallait plutôt qu'il analyse son terrain et qu'il voit où est-ce qu'il y a à manger. Donc, l'intelligence, c'est quelque chose d'assez multimodal. Et donc, finalement, quand on essaye de faire de l'intelligence artificielle, c'est quoi? Un champ vaste. En fait, l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui va être l'étude on va essayer de représenter l'intelligence humaine par une machine, c'est-à-dire qu'on va essayer de reproduire les facultés du raisonnement humain par la machine. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est un champ de recherche. Quand on parle d'IA, ça veut tout et rien dire. C'est vraiment un champ de recherche à part entière avec plein de domaines. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de représenter, alors idéalement, ça serait représenter toute l'intelligence humaine, mais finalement, vous allez voir que l'IA, la plupart du temps, quand on fait de l'IA, c'est qu'on va représenter une partie de l'intelligence humaine, un domaine bien particulier, une tâche spécifique, et non l'intégralité, toute la complexité de l'intelligence humaine. Alors voilà un petit peu les champs de l'IA. Quand on parle d'IA, en fait, 95% du temps, on va être ici. On va être en fait sur de la statistique classique ou le champ qu'on appelle, on va dire, de l'apprentissage automatique, le machine learning ou l'apprentissage profond, le deep learning. Donc vraiment, ça, on va le voir, ce sont les outils statistiques et le mode d'apprentissage qui nous permettent de mettre au point des modèles pour accomplir des tâches qui vont être relativement spécifiques. Et donc, là, encore une fois, à ne pas comparer avec l'intelligence dans sa complexité globale, ça va être vraiment une forme, une tâche bien particulière. Et puis, il y a des modes un peu plus, entre guillemets, poussés, où on va essayer ensuite de représenter la vision humaine grâce à des algorithmes. Donc là, typiquement, on s'en sert pour les voitures autonomes, par exemple, pour essayer de reconnaître les images et représenter la vision humaine et la prise de décision de la voiture pour conduire. Il y a tout ce qui va être les NLP, les Natural Language Processing. Donc ça, c'est typiquement, tout le monde connaît, ChatGPT, et essayer de reproduire le langage humain, la conversation qu'on peut avoir avec un humain à des niveaux plus ou moins évolués. Et puis, il y a le champ qu'on appelle du cognitive computing, qui, pour le coup, est vraiment l'idée d'intégrer toutes les modalités, toutes les tâches, les spécificités des différents sous-domaines de l'IA pour essayer d'approcher une intelligence humaine in fine. Donc, quand on parle d'IA, toutes les IA ne se valent pas. Et si on veut un petit peu schématiser, on a des IA plutôt dites faibles et des IA dites fortes. Et en fait, la grande majorité du temps, on est plutôt dans l'IA dite faible. L'IA faible, c'est quoi? C'est un algorithme, en gros, qui est développé pour une tâche spécifique. Donc, typiquement, jouer aux échecs, répondre à une question, quelle est la météo, ou tout ça. En fait, tout ça, c'est pas une machine avec un cerveau derrière qui va avoir des sentiments et réfléchir et vous donner une réponse. On dit que c'est une IA, mais pas du tout. On parle d'aspirateurs avec intelligents. Bon, je vous rassure, les aspirateurs ne vont pas se lever demain pour prendre le pouvoir. Voilà, ils sont programmés pour une tâche spécifique. Et pourquoi ils vont être bons? Parce qu'en fait, les algorithmes vont avoir une capacité à processer de très grandes quantités de données et à faire des liens que le cerveau humain ne va pas forcément faire d'emblée, à faire des liens qui vont être non linéaires et à prendre des données de très haute dimension. Donc en fait, on va le programmer pour une tâche très spécifique et l'algorithme va exceller dans cette tâche. Est-ce qu'il est intelligent pour autant? Après, c'est un débat philosophique. Et donc finalement, quand on pense à l'IA on va dire dans la population générale, on pense à une IA plutôt dite forte.
Et c'est ça ce qu'on voit un petit peu dans les films, dans la science-fiction, où voilà, c'est l'idée d'avoir en fait des robots ou des androïdes qui vont avoir une intelligence qui va s'approcher de l'intelligence humaine dans toute sa complexité, voire peut-être même la surpasser. Et ça, bon, je vous rassure, pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors, peut-être qu'on y arrivera un jour. Il y a des experts qui disent que jamais, mais je pense qu'il ne faut jamais dire jamais. Qui aurait pu prédire l'arrivée d'Internet dans les années 1900? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ce n'est pas du tout ce genre de modèle qui est au point quand on parle d'IA, et on est sur l'IA plutôt faible. Et donc d'ailleurs, quand on pose la question à ChatGPT, la réponse est assez intéressante. J'ai demandé à ChatGPT est-ce qu'il pense être intelligent, et il explique très bien, voilà, j'ai pas de conscience, pas d'émotion, je peux pas me percevoir comme intelligent, mais par contre, je peux accomplir des tâches qui relèvent des domaines de l'intelligence, l'apprentissage, le traitement d'informations, voilà, mais bien entendu, il n'a pas d'émotion et il reste en fait programmé à accomplir une tâche. Et on va voir en fait que derrière la réponse de ChatGPT, en fait, il y a purement des statistiques, des pourcentages et la probabilité par rapport à un contexte de donner un mot qui va être le plus plausible, quoi. Alors, pour faire assez simple, un des messages de la formation à l'IA pour les médecins, les pharmaciens, en tout cas les cliniciens, les gens de terrain, c'est de dire que quand on parle d'IA faible, il ne faut pas avoir peur. On doit tous être capables d'évaluer un modèle d'IA avec nos connaissances de terrain. En fait, la plupart du temps, quand on va vous parler d'IA, c'est tout simplement qu'on a mis au point un modèle qui permet de faire une tâche spécifique. Ce qui fait qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'il y a eu un apprentissage à un moment donné. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste fait tourner le modèle une fois sur nos données, on a utilisé un design pour que notre algorithme apprenne et s'améliore avec la quantité de données. Donc si on découpe un petit peu, on va dire, une étude d'IA, on part avec une tâche spécifique qui souvent est assez bien définie. C'est souvent soit de la classification, on cherche à classer par exemple plusieurs types de leucémie, soit c'est de la régression, on cherche à prédire un outcome qui va être continu. Et puis on va le voir, il y a des approches dites non supervisées, on va chercher à trouver un petit peu de la structure dans des données qui ne sont pas annotées. Donc en tout cas, à la base, il y a quand même une tâche qu'il faut bien mettre en évidence. Ensuite, vous avez des données, c'est-à-dire que pour pouvoir accomplir cette tâche, il nous faut des données. Et ce qui est très important dans toute étude d'IA, c'est qu'on va avoir un jeu de données dit d'entraînement, où on va entraîner notre modèle, un jeu de données de test, où on va sélectionner le meilleur modèle grâce à ce jeu de données de test. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'il y ait un jeu de données de validation, mais sur lequel l'algorithme n'est jamais tourné. Des données en fait, que l'algorithme n'a jamais vues. Sinon, en fait, avec les algorithmes qu'on a actuellement, si vous entraînez sur un dataset d'entraînement et que vous validez sur le même dataset, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez ce qu'on appelle overfitter vos données. En fait, on a des algorithmes tellement précis maintenant qu'on peut prédire à 100% dans une cohorte ce qui va se passer, mais dès que vous allez mettre en fait quelque chose que l'algorithme n'a jamais vu, il va se planter. Donc, hyper important, c'est ce dataset de validation externe, et tant que vous n'avez pas en fait, de la validation sur des données que l'algorithme n'a jamais vues, en fait, finalement, l'algorithme n'y vaut pas grand-chose. Au milieu, donc, on a un algorithme avec une procédure d'apprentissage, et donc, en fait, peu importe si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas expert en mathématiques, en bioinformatique, en algorithmique, en fait, ce n'est pas vraiment ce qu'on demande. L'algorithme, même si vous ne savez pas comment fonctionne l'algorithme, il ne faut pas prendre peur. Vous allez avoir les capacités quand même d'évaluer une procédure, on va dire, dite d'IA. Et puis, donc, ce qui va faire l'apprentissage, ce n'est pas juste l'algorithme, parce qu'en fait, on peut faire de l'IA avec de la régression linéaire. Ce qui va faire qu'on fait du machine learning, typiquement, c'est qu'on va faire apprendre et s'améliorer le modèle. Le modèle va s'améliorer avec des procédures de rééchantillonnage et des procédures d'amélioration du modèle. Et puis à la fin, il y a l'évaluation, avec des paramètres qui peuvent paraître plus ou moins obscurs, mais en tout cas, on a des paramètres numériques qui nous permettent d'évaluer le modèle. Et là encore, ce qui est important, c'est que ça va être sur une cohorte que le modèle n'avait jamais vue avant. Donc l'idée, si vous voulez évaluer un modèle, vous n'avez aucune connaissance en mathématiques, aucune connaissance en IA, vous êtes un très bon clinicien, mais voilà, vous allez quand même pouvoir, si quelqu'un vient vous voir en vous disant on a fait de l'IA, on a un modèle génial, vous pouvez l'utiliser dans votre service, même si vous n'avez aucune connaissance en IA, vous allez pouvoir l'évaluer. La première chose, c'est la tâche. Très simplement, en fait, est-ce que la tâche est pertinente pour vous? Et déjà, vous allez voir qu'il y a plein de modèles, des chercheurs qui sont lancés dans des trucs très poussés, mais en fait, vous allez revenir à la base, c'est quoi le but de ce modèle? En fait, la tâche, elle n'est pas pertinente cliniquement, elle n'est pas intéressante. Déjà, en fait, vous n'allez pas plus loin, ce modèle, il ne va pas être intéressant pour vous. Ensuite, vous avez les données. Et ces données, très important, est-ce qu'elles reflètent bien la population pour laquelle la tâche est prévue? En fait, vous avez un algorithme qui prédit quelque chose dans la LMC, par exemple. Si votre cohorte ne reflète pas votre population
initial. Si vous avez juste des patients, par exemple, suivis alors que vous les intéressez aux patients traités, vous savez que c'est un énorme biais. Est-ce qu'il y a un bon équilibre entre les classes? C'est-à-dire que si vous voulez prédire quelque chose de rare, et ben bien sûr, si vous mettez une énorme cohorte avec un patient qui a l'événement et 50 000 patients qui n'ont pas l'événement, votre algorithme va toujours prédire qu'il n'y a pas d'événement, 100%, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis aussi, est-ce que vous avez bien ce jeu de données d'entraînement qui est différent du jeu de données de validation? Là encore, c'est très important. Et là aussi, vous allez pouvoir très simplement vérifier que ça a été bien fait. Finalement, la partie, le cœur, l'algorithme, voilà, c'est un peu la boîte noire. En fait, si vous y intéressez pas forcément et tout, c'est pas forcément grave. Vous pouvez quand même regarder s'il y a eu des procédures d'échantillonnage ou autre, mais voilà, ça peut être poussé, mais ça va pas forcément être le plus grave pour vous pour évaluer un modèle d'IA. Vous pouvez vous dire, ok, l'algorithme, ça c'est des experts en IA, j'y connais rien, très bien, on va dire que voilà, on fait confiance, mais finalement, vous, ce qui va être important ensuite, une fois que vous avez vérifié la tâche et les données, ça va être les résultats sur la cohorte de validation externe. Et quel que soit l'algorithme qui est utilisé, quel que soit comment elle a été montée, si vous avez un modèle qui marche sur des données qu'il n'a jamais vues, avec encore une fois une cohorte qui va être représentative de votre question et avec une question qui va être intéressante pour vous en pratique, et pour vous, ça va être intéressant, même si vous n'avez aucune idée du réseau de neurones qui a tourné en dessous. Un petit dernier point, donc pour bien comprendre un petit peu aussi, souvent ce qui revient comme question, c'est approche supervisée, non supervisée, on a du mal à savoir. Pensez que quand on parle d'approche supervisée, on va donner à notre algorithme des jeux de données qui sont annotés. On va lui dire, voilà, écoute, dans le jeu de données d'entraînement, ça ce sont des carrés, ça ce sont des cercles, voilà à quoi ça ressemble, voilà les couleurs. On fait un apprentissage avec un algorithme, notre petite boîte noire, et puis derrière, on va lui donner des nouvelles données, et notre algorithme va être capable de reconnaître, vous voyez, le carré vert qu'il n'a jamais vu avant, mais il voit à quoi ça ressemble un carré, il va nous dire, ok, ça c'est un carré, ça c'est un cercle, ça c'est un triangle. Et le risque, comme vous le voyez ici, c'est que le triangle, il n'en avait jamais vu dans son entraînement, et donc du coup, il va quand même essayer de lui donner une classe qu'il avait dans son entraînement. Et donc ça, c'est un des risques aussi, c'est que pensez que si vous cherchez à prédire quelque chose que votre modèle n'a jamais vu avant, il va vous prédire ce qu'il a vu. Et donc, un modèle d'IA, en fait, la plupart du temps, ça reste de l'IA faible, de l'IA bête, et regardez bien ce pourquoi il a été entraîné. Donc, c'est majeur. Si vous cherchez à faire dire quelque chose à un modèle d'IA pour lequel il n'a jamais été entraîné, il va vous dire n'importe quoi. Donc, bien revoir dans quel contexte votre modèle a été développé et l'utiliser dans ce contexte précis. L'approche non supervisée, c'est un peu différent. Vous donnez un jeu de données en général souvent de haute dimension, c'est-à-dire des données mais qui ne sont pas du tout annotées. Vous donnez typiquement du séquençage de l'ARN avec 20 000 gènes, 150 patients, et vous donnez ça, un algorithme. Et vous allez avoir une matrice avec 150 patients, 20 000 gènes, et vous lui dites, trouve-moi de la structure dans ces données, trouve-moi un pattern, trouve-moi des choses. Et donc typiquement, ce qu'on peut faire, le plus classique, c'est qu'on va faire du clustering, c'est-à-dire que notre algorithme va apprendre à reconnaître des profils, par exemple, de patients qui se ressemblent. Donc ici, il va regrouper les patients qui ont un profil transcriptomique un peu similaire. Et il va nous faire des clusters. Et donc, ce qui va être intéressant ensuite, c'est de voir si ces patients qui se regroupent de la même façon, est-ce qu'ils ont une survie différente, est-ce qu'il y a des choses intéressantes derrière avec ces patients. Un point majeur encore, pour finir sur la formation, entre guillemets un petit peu, c'est que c'est pas parce qu'on fait de l'IA qu'il ne faut pas de validation. Là aussi, vous ne laissez pas impressionner. Dès qu'on veut utiliser de l'IA en fait un petit peu en routine clinique, en fait, tout comme le développement des médicaments, les développements des modèles statistiques et d'IA nécessitent une phase de découverte et une phase ensuite d'essai clinique pour voir s'ils ont vraiment un bénéfice, un intérêt en pratique. Et comme vous pouvez le voir, sur tous les algorithmes qui sont développés, en fait, il y en a très très peu qui vont vraiment percer en clinique et avoir un intérêt. Et je pense notamment, il y avait un algorithme très simple, en fait, c'est même pas de l'IA, c'est un algorithme qui avait été utilisé dans un hôpital qui cherchait juste à mettre une alerte en cas d'insuffisance rénale, en mettant, attention, votre patient a une insuffisance rénale. Et en fait, ils se sont rendus compte avec un essai clinique que cette alerte aggravait, il y avait une moins bonne survie des patients et des hôpitaux dans lesquels il y avait cette alerte. Alors, ils avaient du mal à l'expliquer, mais ils pensaient qu'en fait, le fait qu'il y ait une alerte, les médecins qui ont vu l'alerte ont eu trop d'interventions, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être plus hydraté les patients, il y a peut-être eu plus d'OAP, et en fait, finalement, ça n'a pas été bénéfique pour le patient. Donc attention, ce n'est pas parce que vous avez un modèle intéressant que son utilisation ensuite en clinique va apporter un vrai bénéfice au patient, d'où la nécessité vraiment d'évaluer encore une fois l'intérêt de ces outils. Alors, si vous voulez aller plus loin dans cette formation, je fais un peu de pub pour une formation que je propose. L'idée, c'est que c'est une formation à la science des données et à l'analyse de données. Donc, c'est une formation qui est
courte. 5 heures, ça peut être court ou pas court, selon, voilà, mais le but, c'est que c'est une formation qui est adaptée à des personnes qui ont une activité clinique et qui n'ont pas forcément le temps de faire un DU de 50 heures ou un Master 2, une thèse de sciences en IA. Donc, c'est une formation courte, pratique, qui va vous apprendre à faire une introduction à la science des données, passer un peu plus de temps sur toutes ces choses-là qu'on a évoquées, et qui va vous apprendre aussi à analyser vos données avec un logiciel gratuit qui s'appelle StatEd. Le but, c'est, même si vous ne faites pas vos statistiques derrière, c'est juste de comprendre déjà comment on monte un projet d'analyse statistique, comment on monte en fait un projet d'analyse de données, pour que quand vous allez travailler avec des statisticiens, vous soyez beaucoup plus efficace ensuite sur votre recueil, sur les variables, les notions de variables et sur tout ça. Et donc, s'il vous plaît, si jamais vous participez, ce qui est important pour moi, c'est que vous puissiez évaluer la formation. Il y a une évaluation avant et une évaluation après, très simple, très basique. Mais voilà, pour voir un petit peu, là encore, si cette formation apporte un bénéfice finalement ou pas du tout. Alors, on va passer du coup le reste de cette présentation à voir un petit peu des applications en hémato. Alors, il y a beaucoup de choses, comme je vous dis, tout le monde fait de l'IA, personne ne fait de l'IA. On va essayer de voir un peu sur les différents domaines ce que c'est exactement et qu'est-ce qu'on peut faire en hémato. Mais globalement, vous allez voir, il y a pas mal d'applications qui se développent de plus en plus. Il y a 3 grands domaines globalement sur l'IA et en fait on va plutôt parler, vous allez voir, de machine learning, d'apprentissage automatique qui est un sous-domaine de l'IA. Le machine learning, c'est quoi? C'est le fait qu'on va entraîner un algorithme avec des données pour pouvoir prédire un événement. Donc souvent cet événement, ça va être le diagnostic, le pronostic ou alors prédire des outcomes en lien avec le traitement. Et donc en général, on va entraîner un algorithme pour pouvoir prédire des outcomes d'intérêt clinique. Si on revient un tout petit peu juste rapidement aux bases de l'IA, quand on remonte un petit peu au début, en fait, les premiers modèles informatiques qui ont essayé un petit peu de faire de l'intelligence artificielle, ça remonte un peu dans les années 70, où il y avait un programme qui s'appelle mycin, je ne sais pas comment il devait le dire en anglais, donc qui avait été développé à l'université de Stanford. Et en gros, l'idée, c'était de prédire pour les patients, pour les patients qui sont hospitalisés, de prédire un petit peu le risque d'infection et un petit peu le risque de mortalité. Mais en fait, quand on regarde, on ne parle pas vraiment à proprement parler d'intelligence artificielle à l'heure actuelle. Il n'y avait pas d'apprentissage, c'était plutôt l'intelligence comme on le conçoit à l'ancienne pour l'informatique, c'est-à-dire que des experts qui font des règles et qui disent voilà, ce patient, si la CRP est supérieure à temps, il y a un risque d'infection, donc tu fais ça. Et donc c'était un peu des arbres décisionnels, mais définis par des experts et non appris par une machine. Et puis ensuite, un des gros bonds de l'informatique, on va dire médicale, ça a été sur le développement de la microscopie optique, de la reconnaissance d'image, et pour essayer de passer en fait cette image analogique en image numérique, et pour essayer ensuite de découper un peu les différents composants des cellules pour pouvoir définir des caractéristiques des cellules et pouvoir ensuite les classer avec des automates. Donc bien maintenant, l'informatique est dans la routine. Il y a énormément d'applications, donc principalement pour ceux qui font de la biologie, vous utilisez tous les jours des programmes informatiques qui vous aident dans la décision et dans votre quotidien. Donc il y a le système VALAB par exemple qui est connu pour la validation des biologies. Il y a les systèmes sur le Sysmex pour reconnaître les différentes populations de lymphocytaires et des cellules nucléées. Et puis pour l'analyse des karyotypes typiquement. Tout ceci, en fait, là encore, quand on creuse un peu, ce n'est pas vraiment de l'intelligence artificielle dans le sens où il n'y a pas d'apprentissage d'un algorithme. C'est encore une fois plutôt des experts qui ont défini des règles qui vous permettent de valider un hémogramme, de classer des cellules ou de regrouper ensemble des chromosomes. Donc on est vraiment passé depuis les années 90 d'un système entre guillemets intelligent, mais qui en fait est purement des experts qui définissent des règles de classification et qui vous aident ensuite à classer un petit peu et à prendre vos décisions, à un système actuellement où on a des algorithmes et des ordinateurs, des puissances de calcul qui permettent de faire apprendre, on va dire, à des algorithmes avec beaucoup de données et des règles du coup maintenant qui vont être de plus en plus définies par justement des algorithmes et par des modèles mathématiques. Et donc, le boom, on va dire, à la fois dans la puissance de calcul, mais aussi dans la disponibilité des données, c'est-à-dire que maintenant, on a de plus en plus de données d'imagerie, de séquençage génétique ou autre, fait qu'on peut de plus en plus alimenter ces algorithmes et faire en sorte que là où avant, c'était l'expert avec son expérience qui allait définir les cut-offs et les seuils, et maintenant, on va demander à un programme en lui donnant beaucoup de données, de nous dire, voilà, essaye en le guidant sur une tâche, de lui dire, essaye de nous trouver des règles auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé, nous, avec notre expertise humaine.
Le boom, pourquoi il arrive si récemment, alors que en fait, tous les algorithmes qu'on utilise, ce sont des choses qui existent déjà depuis les années 50, les années 70 d'un point de vue théorique, notamment les réseaux de neurones, ça existe depuis très longtemps, mais ça n'avait pas beaucoup percé dans les années 50-70. Pourquoi? Bon, très simple, vous avez déjà vu la loi de Moore. En fait, en gros, c'est l'évolution de la puissance de calcul avec le temps, et tous les 2 ans, on double la puissance des microprocesseurs. Et donc, globalement, dans les années 50-70, on n'avait pas assez de puissance pour alimenter les algorithmes, et donc on n'avait pas assez de stockage pour les données. Et donc maintenant, tout ça, c'est possible d'un point de vue informatique. Donc on a une explosion de toutes ces approches de machine learning, de deep learning. Mais rappelez-vous que la théorie, en fait, ça fait quand même assez longtemps qu'elle existe. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant donc, sur, on va dire, des applications actuelles en termes de machine learning en diagnostic et classification? La grande application de ces modèles de deep learning principalement, c'est la reconnaissance d'images. Donc il y a beaucoup de gens, beaucoup d'équipes qui essayent en gros de faire en sorte que plutôt qu'avoir un cytologiste qui lise les images, on va avoir un algorithme qui va reconnaître et nous reconnaître voilà, les lymphocytes, les blastes et faire un diagnostic. Donc il y a beaucoup de développement. Le principe c'est quoi? C'est qu'on passe donc un ordinateur qui prend en photo donc les lames. Et il y aura d'abord une étape de segmentation. On va segmenter les différentes parties intéressantes, donc typiquement là où il y a du signal intéressant. Cette segmentation, elle peut soit être faite par un expert, soit faite par la machine directement qui va sélectionner des zones qui permettent de classer par exemple différentes pathologies. Et puis ensuite, il y a un algorithme, là encore une petite boîte noire de deep learning qui va permettre de classer les cellules en fonction, là encore une fois, toujours d'une annotation par un biologiste. À l'heure actuelle, toutes les reconnaissances d'images, le projet, c'est quand même de reconnaître par exemple des blasts, des PNN et autres. Donc il y a quand même une annotation humaine qui va dire voilà, cette cellule c'est un neutrophile, cette cellule c'est un blast. Beaucoup d'images pour l'entraîner. Et puis ensuite, on va essayer de voir si le modèle nous permet de reconnaître les images. Il y a énormément de papiers là-dessus, sur reconnaissance d'images en hématologie, avec souvent des très bons résultats annoncés. Vous voyez, les accuracies, c'est-à-dire en gros le pourcentage de bons diagnostics qui a l'air assez impressionnant, des fois 90, des fois 100%. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, souvent, ça marche très bien sur la cohorte initiale sur laquelle tout ça a été développé, mais dès qu'on va changer de laboratoire, on va changer d'un petit peu la coloration, un petit peu la lumière, un petit peu la prise d'image, et en fait, le modèle va souvent très vite se casser un petit peu la figure. Et les développements actuels, c'est justement ça, sur la validation externe, c'est-à-dire qu'il y a des équipes, et notamment en France, il y a quelqu'un qui avait présenté ça à la SFH qui essaye là, de centraliser un petit peu les images de plusieurs laboratoires pour essayer justement de faire un algorithme qui apprenne un petit peu à détecter aussi ces différences en fonction des conditions, on va dire, de prise de l'image. Un autre problème, c'est qu'on a souvent beaucoup d'images, mais peu de patients. Et donc, on a du mal à refléter l'hétérogénéité. Si on prend des projets sur les leucémies aiguës, on a des projets, des fois, où il y a des milliers d'images, mais en fait, quand on regarde, il y a 10 patients. Donc, comme vous le savez, les hémopathies, c'est des maladies qui sont assez hétérogènes. Donc, 10 patients pour refléter l'ensemble des leucémies aiguës, ça va être vite limité. Donc, regardez bien, plus que le nombre d'images, regardez bien aussi combien de patients on a pour voir si c'est pertinent, vous, dans votre pratique. Un petit exemple, donc, pour en citer un papier relativement récent publié dans Blood. Donc, ici, l'idée, c'est que les auteurs ont fait un algorithme de deep learning pour classer les leucocytes. Donc, si on essaye de faire un petit peu notre catégorie, la tâche, c'est quoi? C'est classer les leucocytes, classer donc les globules blancs. Les données, donc, pour le coup, sont assez conséquentes. Ils ont pris 945 patients avec des échantillons donc, de moelle osseuse, donc des myélogrammes et des étalements de myélogrammes. Plus de 170 000 images, donc là on a quand même un jeu de données qui est relativement conséquent. Après, donc si on regarde un petit peu, bien sûr, les 945 patients, on se rend compte que par exemple il y a énormément de myélome et il y a très peu de leucémie aiguë. Donc vous, typiquement, si vous vous intéressez au diagnostic dans les leucémies aiguës, vous allez vous dire que cet outil va être limité, vous pouvez vous arrêter là en fait. L'apprentissage, donc là encore une fois, peu importe, c'est un réseau de neurones convolutifs, on n'a aucune idée de comment ça marche, mais il y a bien eu une séparation et une cohorte d'entraînement et une cohorte de validation. Et surtout, il y a eu une validation sur une cohorte indépendante. Là où ça pêche un peu, c'est qu'on voit que quand on creuse dans les performances, en fait, il n'y a que 60% des images qui sont classées. Les auteurs ne donnent pas vraiment de chiffres d'accuracy dans leurs données. Et quand on regarde dans les supplémentaires, on voit que, par exemple, pour les blasts, il y a une sensibilité de 0,56%, une VPP de 0,75. Bon, c'est pas encore fou. Le gros point positif de ce papier, c'est qu'ils ont fait ensuite de l'explication, c'est-à-dire qu'ils selon leur algorithme, ils peuvent regarder quelles sont les parties les plus
qui jouent le plus, qui ont le plus de poids dans leur algorithme. Et donc ça, c'est super intéressant parce que ça permet pour un cytologiste, par exemple, de voir pour certaines cellules, par exemple, peut-être que pour les hairy cells, là où le cytologiste s'attardait peut-être plutôt aux pourtours de la paroi, à l'aspect chevelu, en fait, vous voyez que l'algorithme, lui, il prend le noyau. Et c'est avec le noyau qu'il va reconnaître les hairy cells. Donc, ça peut vous apporter un complément pour avoir des zones auxquelles on ne faisait pas forcément attention. Et en tout cas, c'est pour ça aussi qu'on pense que ces approches pourraient être complémentaires d'une analyse, bien entendu, cytologique. Ce qu'on avait fait donc du coup avec plusieurs centres en France, c'est qu'on avait développé une approche pour classer les leucémies aiguës, mais sans analyse d'image. Pour pallier un petit peu justement à tous ces biais, on s'était dit qu'on pourrait essayer de prédire cette fois-ci leucémie aiguë, mais sans analyse d'image, mais plutôt en analysant tout ce qu'il y avait autour de la leucémie au diagnostic en biologie, c'est-à-dire les paramètres vraiment du laboratoire, les paramètres de l'hémogramme, les paramètres de la coagulation et les LDH. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris avec 6 centres français, plus de 1000 patients qu'on a coupés donc, en corps d'entraînement, corps de test, et puis on a gardé des patients pour la validation. Et donc on a entraîné un algorithme qui nous permet, en fait, vous voyez, en utilisant uniquement 10 paramètres hématologiques, de détecter et de nous dire, en fait, en cas de suspicion de leucémie aiguë, est-ce que c'est une leucémie aiguë plutôt promyélocytaire, donc ça marche dans 96% des cas, il nous donne le bon diagnostic. Est-ce que c'est plutôt une LAM, 86% des cas, ça donne le bon diagnostic, et LAL, 89%. Et quand le rendu est dans un score de confiance, les résultats sont fiables à plus de 99%, mais ça ne les rend pas tout le temps fiables, bien entendu. Et donc là ici, donc, vous voyez, c'est un algorithme par exemple donc, qui marche pas mal pour le diagnostic des leucémies aiguës, mais encore une fois, il faut bien le remettre dans son contexte. Cet algorithme a été développé quand on a une suspicion de leucémie aiguë, c'est-à-dire qu'il y a un biologiste qui n'est pas forcément expert en hématome mais qui dit là, je vois sur les lames qu'il y a des blastes ou qu'en tout cas il y a une panstopénie un peu bizarre, je pense qu'il y a une leucémie aiguë. Et donc on part de là, on part quand même d'un biologiste qui dit il y a une suspicion de leucémie aiguë. Et là, cet algorithme il marche bien. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas l'utiliser, par exemple, s'il n'y a eu aucune lecture cyto et si, en fait, vous avez un hémogramme, par exemple, normal et vous dites, parce qu'il va vous répondre LAM, LAP, LAL. Donc, encore une fois, l'algorithme marche bien dans le contexte pour lequel il a été développé. Et autre point important, c'est qu'on a fait une interface graphique pour pouvoir l'utiliser parce que vous avez beau développer le meilleur algorithme que vous voulez, si vous ne faites pas, en fait, si vous ne le rendez pas accessible aux cliniciens, aux gens qui sont sur le terrain, l'algorithme ne sera jamais utilisé. Dans le diagnostic, autre papier, voilà, juste pour le citer, sur la LMC. Ici, donc, les auteurs se sont intéressés à la LMC. L'intérêt, c'est qu'ils ont eu une cohorte avec 5 ans de recul avant, parce que c'est une cohorte de vétérans américains où ils avaient des prises de sang 5 ans avant le diagnostic. Donc, ils ont pas mal de patients. Ils ont pris des paramètres biologiques, l'âge et le sexe. Et en fait, ils montrent que, globalement, vous voyez, 5 ans avant, ils ont une AUC à 0,6, donc c'est pas terrible. Mais plus on avance, plus ils arrivent à prédire qu'il y a une NUM de LMC qui arrive, et au diagnostic, l'AUC à 0,92, l'AUC est excellente. Bon, donc là, ils vont venir vous voir en disant on a un modèle qui prédit à 0,92 d'AUC, au diagnostic et avant à 0,80. Bon. En fait, quand on creuse un peu, bon, il n'y a pas eu de validation indépendante, les performances, les AUC finalement ne sont pas terribles avant, et surtout, en fait, vous regardez les NUM, quel va être l'intérêt ici d'un logiciel, d'un algorithme d'IA chez un patient qui va avoir 150 gigas de locaux et que du neutro, une myélémie équilibrée, des basos, et où en fait tout clinicien formé à l'hématologie va dire ça c'est une NUM classique de LMC. Donc finalement, est-ce que l'intelligence artificielle va nous amener quelque chose ici? Je ne suis pas sûr, et ça serait peut-être plus intéressant d'aller voir ici, plus pour les leucocytoses par exemple très faibles, modérées, où on va se dire tiens, est-ce que c'est un centre inflammatoire biologique ou est-ce que c'est une LMC débutante? Et où là, pour le coup, il n'y a pas eu d'analyse en sous-groupe ici, et peut-être que je pense qu'il faut se poser la question sur ce genre d'approche, sur qu'est-ce que ça va nous apporter, et finalement mettre de l'IA partout, c'est pas tout le temps forcément utile. Sur du non supervisé, plutôt dans le côté lymphome, donc ici c'est plutôt une approche transcriptomique. Donc l'idée c'est quoi? C'est, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir un peu, c'est une genre de heatmap. Ça peut paraître assez obscur parfois pour les plus jeunes qu'on n'a jamais vu. Donc ici vous avez chaque colonne correspond à un patient. Chaque ligne correspond à un gène qui a été recherché par mutation par DNA-seq, en fait, donc c'est des gènes mutés. Et en fait, c'est une cohorte de 928 patients qui ont un lymphome B diffère de cellules, qui ont eu un séquençage de 293 gènes. Donc là, vous avez, je ne vais pas compter, mais vous avez un sous-groupe des 293 gènes et les 900 patients. Et donc l'idée, c'est qu'on a demandé à un algorithme de classification non supervisée de regrouper les patients selon, vous voyez, des mutations. Et donc là, ici, vous voyez qu'on a
un groupe de patients ici qui a été regroupé ensemble parce que ces patients présentent une mutation de MYD88. Ici, un groupe de patients qui a été regroupé parce qu'ils présentent des mutations de BCL2. Ici, de Notch2, etc. Donc, vous avez cet algorithme qui vous a regroupé de façon supervisée vos patients. Ce qui va être important maintenant, c'est de dire, OK, on a regroupé des patients, mais est-ce que ça a un intérêt clinique? Est-ce que les patients du cluster Notch2 vont moins bien que ceux du cluster MYD88? Et voilà, parce qu'en fait, si vous avez assez de patients et assez de variables, si vous mettez 900 patients, 20 000 gènes, vous allez toujours arriver à faire des clusters avec un algorithme assez performant. Vous pourrez toujours retrouver des patterns dans des données de très haute dimension. Maintenant, est-ce qu'il y a une validité biologique? Est-ce qu'il y a un intérêt biologique? Est-ce qu'il y a un intérêt clinique? Soit ensuite vous avez des données cliniques pour faire de l'exploration sur la survie, sur des choses comme ça, soit sinon il faut au minimum valider que les clusters que vous allez trouver, c'est pas juste dans cette cohorte-là, ça va se retrouver dans d'autres cohortes et dans des cohortes, donc encore une fois, de validation externe. Ce papier, donc ici juste pour le citer, pour vous montrer aussi que parfois il y a des auteurs, donc ici c'est un très beau papier sur la reconnaissance des anopathies pour dire si c'est plutôt une anopathie lymphomateuse, une anopathie bénigne. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont développé une nouvelle approche de marquage sur les lames issues des prélèvements percutanés qui permet de faire une signature holographique. Alors je vous passe les détails, mais vous irez, si vous vous intéressez, vous allez voir, c'est un très gros papier. Un algorithme encore, très bien fait, tout ça et tout. Là, le design est bien. La validation est bien indépendante, même s'il n'y a pas beaucoup de validation. L'algorithme qui marche plutôt bien, parce qu'il y a une accuracy de 95%. Et donc là, finalement, voilà, on peut voir un algorithme qui est assez intéressant, mais encore une fois, qui va être à relier aux pratiques. Est-ce que ce mode, on va dire, de marquage peut être intégré, par exemple, dans votre service? Est-ce qu'il y a des biais liés au marquage ou des choses liées au terrain? Ça, maintenant que vous voyez que l'algorithme marche bien, c'est vous qui avez les capacités en tant que médecin, en tant que biologiste, par exemple, de dire OK, mais dans ma pratique, est-ce que c'est faisable et est-ce que ça va apporter quelque chose? Et est-ce que finalement, les 40 patients là, sur lesquels ça a été validé, est-ce que ça représente bien? Vous voyez, il n'y a que 2 patients lymphome du manteau. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un peu plus de validation? En termes de pronostic, il y a un papier qui était sorti là ici en 2015 sur la greffe. En gros, les auteurs avaient fait un JCO pour montrer, ils avaient entraîné un algorithme de machine learning pour prédire la mortalité globale agissant de la greffe. Donc là, on est sur une variable binaire. C'est J100, est-ce que est-ce que le patient est mort? Oui, non. Donc c'est la classification binaire. Le gros, pourquoi ça fait un si gros papier? Puisque c'était déjà assez précoce et surtout, c'est la cohorte BMT, il y a 28 000 patients, donc c'est énorme. 20 variables et ça a été plutôt bien fait d'un point de vue, on va dire, statistique, modélisation. Et puis, en fait, ils ont fait ce qu'on appelle un arbre décisionnel. Donc, en fait, ils ont l'arbre décisionnel, l'avantage, c'est qu'on peut le voir. Et si vous voulez, l'idée, c'est que la machine, l'algorithme va calculer, en fonction de sa donnée d'apprentissage, des trajectoires de patients. Et donc, vous voyez, après, l'algorithme, on peut voir un peu comment il réfléchit. Si le patient a une maladie avancée, il va avoir un certain poids. Si le patient a un PS supérieur à 80%, il va avoir un certain poids, etc. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce genre d'arbre décisionnel peut faire des liens qui vont être non linéaires. Par exemple ici, si le patient est en deuxième rémission complète et qui présente une leucémie aiguë, alors le poids est ci. Si le patient est en rémission complète 2 et qu'il ne présente pas de leucémie aiguë, alors le poids va être comme ça. Et donc en fait, ces liens qui sont dits non linéaires sont des liens qui peuvent être difficiles à faire parfois pour le cerveau humain et qui peuvent être très bien faits par des arbres décisionnels. Il n'y a pas eu de validation indépendante, mais il y a quand même une cohorte qui est très très importante. La question maintenant, ça va être de voir, en fait, est-ce qu'un arbre décisionnel de ce type peut s'utiliser en pratique? On n'a pas encore trop de variables ici, mais si on s'intéresse maintenant par exemple à un même étude qui a été faite par un groupe japonais, cette fois-ci dans la GVH, on se rend compte que ça peut vite devenir compliqué. Et en fait, on revient presque à des modèles qui vont essayer de mimer finalement une expertise de clinicien. Un bon greffeur, quand il va apprécier le risque de GVH, il va typiquement voir est-ce qu'on est HLA mismatché, est-ce que le diagnostic, c'est une aplasie médulaire, une maladie bénie non maligne. Et donc tout ça, en fait, à la fois c'est intéressant de voir que quand on donne à une machine, un algorithme, ces données en lui disant juste prédis-moi la GVH, il va faire ressortir des choses qui étaient déjà un peu connues. Parfois, on peut trouver des nouvelles choses auxquelles on n'aurait pas pensé, mais finalement, l'arbre décisionnel qui peut être difficile d'utilisation, soit vous faites ensuite un outil qui va faciliter son utilisation,
Et puis derrière, est-ce que ça va faire changer nos pratiques? Typiquement, si un patient a une indication de greffe et qu'il n'y a qu'un seul donneur et qu'on sait qu'il y a un risque de GVH, ça peut nous pousser par exemple peut-être à faire plus de prophylaxie haute, mais pour l'instant, tant que ce n'est pas validé cliniquement, on va faire attention, mais on ne pourra pas faire grand-chose de plus. Et puis enfin, en termes de performance, on peut voir que finalement, sur l'incidence cumulée de GVH, vous voyez la cohorte low, donc c'est les GVH grade 2 à 4. Les low, ils ont quand même 29% de GVH versus 58% pour les high risk. Finalement, 30% de GVH pour les low, déjà, ça fait quand même un chiffre qui est déjà conséquent. Donc, en fait, on va être vigilant pour tout le monde. Donc, est-ce que cet algorithme qui est très intéressant d'un point de vue mathématique, IA, peut être utilisé, va être intéressant en pratique? Pas la réponse à vous donner, mais à réfléchir. Et enfin, pour vous donner quand même aussi un exemple, quand les choses sont entre guillemets mal faites, alors ici, donc un papier pour prédire la survie globale dans la leucémie aiguë. Donc les auteurs ont pris des données publiques du TCGA, c'est une cohorte de RNA-seq publique. Ils ont pris 44 variables, mais ils ne précisent pas comment ils ont sélectionné les variables. Donc attention, quand on ne vous dit pas comment les variables ont été sélectionnées, c'est gros risque de biais de sélection, parce qu'on peut très bien faire tourner des statistiques, et puis les variables qui sont positives, on prend ces variables et ensuite on vous dit ok, on est parti de ces variables et voilà, ça marche. Donc attention à ces présélections non détaillées. Et puis ils ont fait un apprentissage, mais ils n'ont pas du tout fait de corde d'entraînement et de test. Et donc ils ont tout fait sur la corde d'entraînement. Et derrière, ils évaluent sur la corde d'entraînement également. Et donc en fait, ils tombent avec un petit modèle qui leur permet de prédire la survie de façon de départager deux groupes de patients en high et low risk. En fait, ce modèle, typiquement, vous allez sur n'importe quelle autre corde, vous le faites tourner, ça ne marchera pas. Parce que en fait là on a de l'overfit, c'est-à-dire que typiquement on prend beaucoup de variables, on fait sur les données d'entraînement, on arrive à trouver, à définir en fait ce qui partage nos patients dans cette cohorte, mais le gros risque c'est d'overfitter les données et que ça se casse complètement la figure sur les données de validation externe. Donc en fait, tant qu'il n'a pas été essayé sur d'autres cohortes, cet algorithme ici, ce modèle ne vaut en fait rien du tout. Et alors un peu plus technique pour vous montrer comment on peut aller. Alors bon, il faut s'accrocher un peu, c'est un abstract graphique qui est assez complet. On va essayer de simplifier au maximum. Ici, c'est une équipe danoise qui a fait un gros travail dans la LLC. Donc, ils montent un modèle dans la LLC, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le modèle CLL Team pour prédire en fait chez les patients au diagnostic de la LLC le risque d'infection ou de traitement à 2 ans de suivi. Donc, ils ont pris 4000 patients, ils ont pris des variables assez simples, classiques. Ils ont bien coupé, ils ont fait, alors bon, sur le plan statistique, de toute façon, c'est une équipe tellement performante que je n'aurais pas la prétention de critiquer ce qu'ils font, mais en gros, c'est un truc hyper solide d'un point de vue IA statistique. Et en gros, ce qu'ils font, c'est assez intéressant, c'est qu'ils vont dans les dossiers des patients et ils ont un algorithme qui va sortir les mots qui sont dans les dossiers des patients pour déjà reconnaître un premier coup, ça va être les antécédents du patient, est-ce qu'ils ont déjà fait des infections, est-ce qu'ils ont déjà fait des bactéries, des choses comme ça. Donc déjà, ils ont un modèle qui va reconnaître les mots, faire de la reconnaissance de mots et classer tout ça pour essayer de classer, avoir des... En gros, l'idée, c'est qu'ils prennent des données de plusieurs sources et une source, c'est donc les dossiers patients, ce qui est un gros bazar souvent, mais ils arrivent à identifier des données qui vont être pertinentes là-dedans. Donc, ils donnent les données patients à leur algorithme. Ils vont donner les données de laboratoire de suivi, c'est-à-dire que toutes les données de biologie, tout ça et tout, hop, ils donnent tout ça à leur algorithme. Et puis, ils vont donner aussi les données des courriers médicaux avec ce que va dire le médecin, ses décisions, tout ça. Donc tout ça, ça leur fait une énorme base de données pour les 4000 patients avec énormément de variables. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent tout ça en fait à un algorithme, mais au lieu d'entraîner un seul algorithme, ils vont entraîner plein d'algorithmes. Ils vont en entraîner 2000. Ils vont entraîner 2000 algorithmes sur des sous-parties de la cohorte avec des sous-parties des variables. Et ces 2000 algorithmes, ils vont essayer de leur faire prédire l'infection ou le traitement. Donc, il va y avoir 2000 modèles. Et ces 2000 modèles, après, ils vont les mettre en compétition avec un modèle de sélection un peu, on va dire, darwinien. Mais en gros, les 2000 modèles, ils les mettent en compétition et ils vont prendre les modèles qui prédisent le mieux l'infection ou le traitement à 2 ans. Et les modèles qui prédisent le mieux, ils vont garder le top 10, 20, 30 modèles. Et en fait, ils vont les faire se reproduire entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont ensuite combiner ces modèles. Ils vont simuler des mutations, c'est-à-dire qu'ils vont simuler des petites modifications dans les paramètres du modèle. Et ensuite, ils vont faire une nouvelle génération avec les top modèles, si on peut dire ça comme ça, avec les modèles qui vont être sélectionnés pour ensuite faire de nouvelles prédictions. Ces modèles vont faire des petits. Ils vont faire de nouvelles prédictions avec des petites modifications dans leurs paramètres. Et ils vont relancer tout ça jusqu'à avoir 100, 200, 300, 400 générations.
Et à la fin, donc, ils vont arriver avec des modèles qui vont être de plus en plus performants par sélection un petit peu génétique, avec cette simulation des mutations qui est assez marrante parce que du coup, ça va faire par le biais du hasard, parfois aussi que le modèle va s'améliorer avec des toutes petites modifications des paramètres, ce qu'on appelle l'hyperparameter tuning. Et à la fin, donc, ils vont sélectionner les modèles qui marchent le mieux. Et donc là, pourquoi c'est intéressant et ça marche, c'est parce qu'ensuite, ils le valident sur une cohorte externe. Hein. Là, encore une fois, si tout ça, ils le font sur une cohorte d'entraînement mais qu'ils ne le valident pas sur le cohorte externe, ça vaut rien du tout. Mais là, ils le valident sur une cohorte externe. Et donc après, voilà, vous, en tant que clinicien, si vous ne comprenez rien à ce qui s'est passé là, vous allez juste regarder sur la cohorte externe quelles sont les performances. Est-ce que ça correspond bien à mes patients LLC en quotidien? Est-ce que l'outcome, ça m'intéresse de prédire l'infection ou le traitement à 2 ans? Bon, ok, oui, non. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'il le compare au CLLIP, un index pronostic utilisé dans la LLC. Et donc là aussi, est-ce que c'est un index qu'on utilise habituellement? Mais c'est toujours bien d'avoir un algorithme comparé un peu entre guillemets à un standard qui est plus ou moins utilisé. Et donc les performances pour le coup sont assez intéressantes pour la prédiction des événements avec une AIC à 0,88 en PRAUC. Mais voilà, c'est un papier qui est assez joli, assez technique, mais une approche assez intéressante. Je vais passer vite ici, c'était juste pour vous dire aussi qu'il y a des applications en anapath, par exemple, sur la reconnaissance, non pas des diagnostics, mais juste des mutations. Et ici, donc, c'est un groupe qui a entraîné un réseau de neurones pour reconnaître sur les lames d'anapath les lymphomes qui surexpriment MYC pour réduire, et donc il montre que le papier est assez bien fait, il montre que globalement, ils arrivent à baisser dans leur laboratoire de 30%, de plus de 30%, le nombre de tests demandés pour MYC, parce que leur modèle ne marche pas trop mal. On va finir sur les NLP, les Natural Language Processing. Donc en gros, le champ de l'IA qui essaye de simuler la conversation humaine. Alors, vous connaissez, je pense tous ChatGPT, mais qu'est-ce que c'est finalement ChatGPT? Est-ce qu'on a une machine qui réfléchit derrière? En fait, ChatGPT, ça fait partie de la famille plus générale des GPT, des modèles GPT. En gros, c'est des algorithmes qui vont chercher à générer du texte en fonction, très important, d'un contexte. Comment ça marche? Donc encore une fois, on a notre boîte noire, c'est ce qu'on appelle le transformer. Le transformer, il va faire quoi? À partir d'un contexte, il va vous donner le mot le plus probable qui doit apparaître ensuite. Et c'est uniquement ça, un GPT, si vous voulez simplifier. C'est une boîte noire, algorithmique, statistique, tout ce que vous voulez, qui va, à partir d'un contexte, vous donner le mot le plus probable. Et donc, ce qui est très important dans un GPT, dans un transformer comme ça, c'est quoi? C'est que sa base d'entraînement soit énorme, parce que si vous avez 1000 textes, en fait, il va vous sortir ce qu'il connaît à partir de 1000 textes. Donc ChatGPT, typiquement, ce qu'ils ont fait, OpenAI, c'est qu'ils ont donné des milliards et des milliards et des milliards de textes, et ils ont alimenté ça. Et donc quand ChatGPT nous répond quelque chose, c'est statistiquement le mot le plus probable par rapport aux milliards de textes qu'il a déjà vus. Donc il faut vraiment des données qui soient très très importantes, et surtout, il faut lui fournir un contexte. Si vous posez une question à ChatGPT en mettant très très courte, la réponse ne sera pas forcément tout le temps bonne. Par contre, si vous posez une question de contexte, typiquement, vous voulez de l'aide pour l'écriture d'un article en anglais. Et si vous mettez juste, corrige-moi un peu l'anglais de mon texte, vous avez écrit quelque chose en anglais, vous dites, corrige mon anglais, ça ne va pas être forcément très bien. Par contre, vous lui dites, je suis en train d'écrire un article scientifique qui s'intéresse à telle chance, le ton doit être formel, le ton doit dire ci, ça, c'est pour telle chose. Et là, en fait, il va vous faire quelque chose de beaucoup plus précis. Pareil pour un mail, si vous lui dites, corrige mon mail, il va faire une correction un peu bateau. Vous dites, corrige mon mail qui est destiné à tel chef de service ou à tel machin, et vous lui dites en plus, attention, il est susceptible, donc il faut faire ça. Et là, pour le coup, ça va déjà être beaucoup plus mieux fait, quoi. S'il y a un article un petit peu à voir, alors peut-être pas à lire en complet parce que c'est un Nature, donc c'est compliqué à lire, mais globalement à connaître, c'est celui-là. En gros, c'est que ces modèles s'intègrent de plus en plus dans la médecine, et notamment en anapath, ils sont en train d'arriver au niveau de la recherche, mais avec des applications qui vont être assez intéressantes. Typiquement, ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont fourni à leur modèle, à leur algorithme, énormément de données d'anapath, des captures d'images, mais aussi les rapports des anapathes et des bouquins globalement d'anapathes. En fait, la théorie, ils ont fourni à la fois la théorie et l'expérience clinique. Ils ont plus de 450 000 en gros points, on va dire, de données. Et en fait, ils ont entraîné un modèle qui permet, vous voyez, quand vous donnez une image d'anapath, de poser des questions et le modèle va vous répondre. Donc typiquement, ici, qu'est-ce qu'on observe dans cette image de cancer du sein? Quel est le diagnostic le plus... Vous imaginez que vous êtes anapathe, vous hésitez entre 3 diagnostics. Quel est le diagnostic le plus probable? Il va vous le donner. Donc là, vous voyez, le contexte, par exemple, c'est important parce que
Si vous demandez juste quel est le diagnostic, peut-être qu'il sera moins précis. Par contre, vous êtes anapath et déjà vous vous dites, bah tiens, j'hésite entre ça et ça. Et bah là, vous lui donnez un contexte un peu plus riche. Et donc là, le modèle va être encore meilleur. Hein. Et donc voilà, et donc comme c'est un modèle entraîné pour l'anapath, et bah, si vous lui donnez autre chose, bien sûr, il va vous dire je ne sais pas ce que c'est. Et ça, c'est important aussi parce qu'il y a des modèles qui ne sont pas entraînés pour ça. Si vous leur donnez autre chose, ils vont quand même vous donner une réponse. Et donc typiquement, bah, si vous leur donnez une image de chat, ils vont pouvoir vous dire c'est un lymphome B différent de cellules quand il a été mal entraîné, on va dire. Les NLP, donc tous ces modèles qui utilisent le langage, le textuel, en fait, il va y avoir énormément d'applications. On a vu un petit peu mon clinique biologique, tout ce qui va pouvoir émerger en anapath et compagnie. Mais en fait, ça va émerger peut-être dans les hôpitaux sur le côté administratif. C'est-à-dire qu'en fait, on peut imaginer que vous allez avoir un modèle qui va prendre en compte tout ce qui s'est passé dans le séjour du patient pour faire la cotation PMSI d'emblée. Et donc, plus avoir quelqu'un qui cote, mais avoir un algorithme qui va automatiquement coter et faire ça peut-être beaucoup mieux. Et puis pour le dossier patient, en fait, on voit des modèles qui commencent à apparaître avec effectivement des comptes rendus automatisés. Typiquement, avec tout ce qui s'est passé pendant l'hospitalisation, bah, le modèle va faire le compte rendu automatique par rapport à ce qui s'est fait déjà dans le service. Et donc je vais finir un petit peu sur le risque des NLP. C'est la dernière diapo, je pense. En gros, attention, comme ce sont des modèles statistiques qui vont vous donner des réponses avec les mots qui apparaissent le plus probablement statistiquement, mais en fait, ils peuvent aussi avoir ce qu'on appelle des hallucinations. Et tu vois, typiquement, j'ai demandé à ChatGPT de faire un petit résumé de l'évolution du machine learning et des algorithmes en hémato. Il nous fait un truc super sympa, hein, voilà, années 90. Je lui ai demandé de mettre des références, il nous met des références. Les références, elles ont l'air super, ça sonne super bien. Mais en fait, vous voyez, quand on cherche les références, ça n'existe pas du tout. Et en fait, c'est purement, lui, il a créé une référence parce qu'il a mis des mots les uns après les autres qui sonnent comme une référence qu'il a déjà vue quelque part, mais ce n'est pas la réalité. Donc vraiment, rappelez-vous que c'est purement un modèle statistique qui vous dit ce qui doit arriver de façon plausible. Et donc voilà, et donc la dernière diapo, c'est celle-là, pardon, pour vous montrer aussi que sur la prédiction ici d'un outcome clinique, on a demandé à un langage, à un NLP, de prédire l'outcome clinique, et en fait, le NLP, les auteurs montrent que le NLP marche mieux que le stage, par exemple, du cancer du sein ici. Et en fait, le NLP, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout ce qui se passe dans les dossiers. Et en fait, on voit que dans les dossiers, quand il commence à y avoir marqué progression, atypique, SUV, et en fait, globalement, c'est que le patient progresse. Et donc, le NLP va classer en risque d'évolution. En fait, c'est simplement que le clinicien commence à mettre dans son dossier, le patient est en train de rechuter, le patient a une progression sur le PET scanner et tout. Donc, en fait, il fait que voir ce qu'a dit le clinicien. Donc, regardez bien hein, l'explicabilité du modèle. Sur quoi se base le modèle, c'est hyper important aussi parce que parfois ça nous permet de comprendre ce qui se passe. Voilà, donc pour conclure, rappelez-vous que en fait, on parle d'IA partout, mais c'est pas les robots qui vont venir prendre le contrôle, en tout cas pas demain, peut-être dans 10 ans, j'en sais rien. Faut pas en avoir peur quand on parle d'IA, vous avez les capacités d'évoluer les modèles avec vos connaissances de terrain, hein, et donc souvenez-vous que c'est souvent de l'IA faible que vous allez pouvoir évaluer. Appropriez-vous le sujet, c'est important. Il y a des recommandations de l'Académie nationale de médecine qui dit que maintenant, tous les professionnels devraient être formés au système d'IA générative. Et donc, rappelez-vous que dans la data science, hein, l'expertise métier fait partie intégrante de la data science et on a besoin de médecins qui s'y intéressent au même titre qu'il y a des statisticiens et des informaticiens. Et ce n'est pas le domaine réservé de la statistique et des mathématiques et de l'informatique. C'est aussi votre domaine. Donc, voilà, il faut s'approprier. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Vincent. Cette présentation est très intéressante sur la base de l'IA et puis après aussi les applications pratico-pratiques en hématologie. Au nom de l'AIH, on voulait te remercier. Tu as toujours été présent non seulement dans les webinaires, mais aussi à travers l'application Stadet, d'ailleurs, qu'elle est dans le site. Hein, et il y a aussi une vidéo sur YouTube, d'ailleurs, que je vous encourage vraiment à la faire. C'est super intéressant, en tout cas. Là, on passe pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, Raphaël. Ouais, merci beaucoup Vincent, c'était extrêmement précieux comme topo et très clair, comme d'habitude en fait quand on te sollicite. Et donc j'avais une petite question, c'était comment vous avez choisi dans ton article dans le Lancet les 19 paramètres et comment vous affranchissez de cet effet lumière de microscope, mais par exemple avec des paramètres qui n'ont pas les mêmes normes dans les labos, comme les LDH?
Ouais, c'est une très bonne question. Donc les 19 paramètres, en fait, au début, on en avait un peu plus et on a pris globalement ceux assez classiques. On a enlevé ceux qui avaient trop de données manquantes. Hein, vraiment plus de 25% de données manquantes, souvent, vous pouvez enlever. Et on a pris voilà, les paramètres qui étaient globalement le plus stables par rapport à toutes ces cohortes. Et ensuite, pour les variabilités, eh ben, c'est une question très importante que tu poses parce qu'effectivement, une des manières de s'affranchir de ça, c'est de standardiser les variables par rapport au centre. C'est-à-dire que pour chaque centre, au lieu d'avoir, par exemple pour l'hémoglobine, chacun ait sa propre référence, et ben on va standardiser pour que toutes les hémoglobines aient une moyenne par exemple à 0 et varient entre -2 et +2 dérivations standard, et donc varient entre -2 et +2 par exemple. Ce qu'on appelle un Z-score. Donc en gros, c'est une manière de standardiser pour les labos. En fait, on a essayé de faire ça, mais globalement, comme les paramètres de l'hémogramme sont assez stables, il n'y a pas eu besoin de standardiser. On a utilisé les paramètres bruts de l'hémogramme, et donc c'est pas mal parce que ça permet de rentrer directement les paramètres de façon brute. Mais parfois, si tu travailles effectivement par exemple sur du séquençage ARN, du transcriptome, là pour le coup, il y a beaucoup plus besoin de normaliser en fonction des cohortes. Mais effectivement, pour l'hémoglobine, bah, finalement, on se rend compte que, tu vois, là, par exemple, si tu as un laboratoire où la noirinférienne va être 130 et l'autre 128, ça ne va pas beaucoup changer, puisque là, ce que détecte l'algorithme, c'est vraiment quand le patient va être très bas. Et donc, ça n'a pas eu d'impact. Mais effectivement, c'est important, on l'a pris en compte et on a comparé notre algorithme justement avec standardisation, sans standardisation, et avec computation de données manquantes, sans computation. Merci beaucoup. J'ai une toute dernière question par rapport à la formation à l'IA. Ça revient souvent. Est-ce que moi, je suis interne ou chef ou étudiant en médecine, je voudrais me former à l'IA. Est-ce que je commence par l'algèbre linéaire, puis ensuite Python, puis ensuite machine learning, CNN, ouais, etc. Je fais Kaggle, je fais pas Kaggle, je fais quoi? Merci de poser cette question. Comme ça, je peux dire... Formation StatEd, celle que je vous ai montrée, là, je refais de la pub. En gros, ça dépend vraiment de votre profil. Si vous êtes médecin, biologiste, pharmacien, clinicien et que vous ne voulez pas vous lancer dans le code, tout ça et tout, le but, c'est déjà juste de vous renseigner un peu sur ce que c'est. La formation que je propose, c'est une introduction. Mais après, si vous êtes motivé, il y a des DU un petit peu ou des formations un peu plus poussées qui vont permettre de faire ça. Le gros avantage aussi, c'est que par contre, comme on est sur le domaine un peu informatique, on va dire, il y a énormément de formations en ligne. On est en train d'essayer de faire justement un petit document qu'on pourra transmettre à l'AIH de comment se former en autonome sur ces questions, selon les profils. Après, si par contre le but, c'est quand même de faire soi-même les analyses, d'aller coder, d'aller un peu plus loin, on va dire, parce qu'on va faire de la recherche, parce que voilà, là pour le coup, ça vaut le coup de reprendre un peu les bases. Je pense qu'il faut avoir des bases en statistiques déjà très solides, parce que pour faire tout ça, il faut juste déjà comprendre c'est quoi une p-value, c'est quoi l'inflation du risque alpha, tout ça. Donc il y a des formations très bien, là aussi, qu'on essaie de mettre sur le document, des formations de Stanford en ligne notamment, qui sont d'excellente qualité. Et puis après, effectivement, se dire, est-ce que, ok, j'ai les bases de statistiques, je veux savoir coder ou pas, parce que c'est possible de faire aussi ça sans savoir coder. Plus compliqué, mais voilà. Si on veut coder, il y a une phase quand même d'apprentissage du code. Et parce que, par exemple, si on apprend R, il va y avoir toute une phase où vous allez galérer juste à renommer une colonne. Mais ensuite, par contre, ça va être hyper satisfaisant parce qu'une fois que vous savez, une fois que vous savez programmer, en fait, vous pouvez faire des choses de dingue avec très peu de code. Donc, si vous voulez apprendre à ça, faut d'abord quand même apprendre un peu, à faire des projets simples. Et puis ensuite, en fait, ce qui marche beaucoup pour ce genre de choses, c'est une fois que vous avez un peu les bases de statistiques, de code, en fait, c'est l'apprentissage par projet. Vous allez avoir un projet, vous voulez faire quelque chose, vous montez votre projet avec éventuellement des gens qui ont de l'expérience pour vous, et ensuite, vous faites vous-même les analyses et tout en bioinformatique, par exemple, mais avec un projet. Je veux analyser des données RNA sec, et je me forme sur l'analyse RNA sec. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses ensuite en IA, en bioinformatique et tout, qu'après, il faut avancer par projet et faire des choses. Et donc voilà, on va essayer de guider un petit peu les gens qui veulent se lancer là-dedans avec un petit programme de formation autonome qu'on essaie de vous transmettre, qui est en cours de création. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter si jamais ça vous intéresse déjà. Il y a déjà quelques références disponibles, quoi. Mais il faut avoir un peu de temps.